Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici au siège du groupe Les Échos Le Parisien pour cette grande journée de Médias en scène, 4e édition de Médias en scène, vous le savez déjà. Aujourd'hui, c'est un jour particulier et dans cette journée particulière, c'est un moment très particulier pour nous tous, toute l'équipe de Médias en scène, parce que nous avons l'immense plaisir et honneur d'accueillir Maria Ressa, prix Nobel de la paix depuis à peine 3 jours. Good evening for you in Bonsoir Manila, à vous, Ressa. Maria, à Manille. Au nom de toute l'équipe, Médias en scène, France Info, Les Échos, Le Parisien et sans doute l'ensemble de la presse française, nous souhaitons vous féliciter pour ce formidable prix que vous partagez avec Dimitri Ribouratov de Russie. Vous nous rejoignez depuis Manille et une fois de plus, félicitations à vous. Première question, quel effet ça fait de recevoir le prix Nobel ? J'ai du mal à m'y faire, hein. C'est vraiment un véritable raz-de-marée. D'abord sidération, ensuite je pense que j'ai pleuré et ensuite est venu l'espoir. Je pense à l'impact sur les journalistes aux Philippines et partout ailleurs dans le monde. Et je suis vraiment très très heureuse. C'est passionnant et formidable de voir que le comité Nobel a compris le rôle crucial que jouent les journalistes sur les faits, qui est important pour la démocratie. On reviendra aux faits et à la démocratie, mais est-ce que ce prix Nobel change quelque chose pour vous personnellement et pour votre sécurité en particulier, puisque vous êtes menacé aux Philippines? Est-ce que vous pensez que ce prix vous protège et que le monde vous protège? Vous savez, cela fait plus de 5 ans que la situation dure. Et l'ensemble des attaques en ligne et dans le monde réel, hein, que ce soit du harcèlement ou encore plus de harcèlement en ligne, c'est soit lié à des prix ou à des enquêtes que nous avons réalisées. Et il y a un moment où j'ai vraiment eu peur, c'est quand j'ai été élu personne de l'année en 2018. J'ai regardé, ça a été annoncé sur Twitter, donc j'ai regardé ce qui se passait. Ensuite, j'ai reçu un coup de fil qui m'a demandé une réaction, c'était un journaliste, et j'ai fait « Oh mon Dieu !» Et en fait, je pensais que ce serait compliqué, mais en fait, ça a effectivement formé comme une sorte de bouclier qui nous a permis de mettre le projecteur sur ces faits-là. Et après mon expérience au fil des 5 dernières années, nous avons maintenant une sorte de petite lampe de poche. C'est ce que nous avions. Et maintenant, nous avons un prix Nobel. Donc, en fait, c'est Amal Clooney hein, qui attire les projecteurs. Mais nous avons un projecteur maintenant. C'est ça qui me donne beaucoup d'espoir. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le monde réel. Mais dans nos esprits, dans nos émotions, c'est un booster d'énergie incroyable pour moi-même, pour Rappler, pour les journalistes aux Philippines en général. C'est vraiment un formidable encouragement aux journalistes, pour les journalistes. Donc ça a changé les choses pour vous, peut-être pour l'équipe, pour la façon dont vous pouvez vous adresser au monde. C'est un peu comme recharger ses batteries. Et on a les batteries qui sont pleines et qui nous permettent de traiter ces histoires. Et donc on ne laisse pas les histoires, les attaques, à la fois sur les réseaux sociaux, les attaques juridiques, ne nous empêchent pas de faire notre métier de journaliste d'investigation. Et ce qui est formidable dans la façon dont on gère tout cela, c'est la collaboration. Il nous a fallu 8 mois, on a travaillé avec le projet de journalisme sur la corruption et le crime. On cherche ces contrats de corruption. Nous avons également participé à l'investigation des Pandora Papers qui
à examiner tous ces comptes en banque offshore. Et nous travaillons donc avec le collectif des journalistes d'investigation. Et je dirais que fondamentalement, c'est quelque chose qui montre que nous avons pris le bon chemin. Et là, maintenant, le projecteur est placé sur les Philippines, sur le gouvernement Duterte. Et alors qu'on commence à entrer en période électorale, je pense que c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espoir, pas seulement pour les journalistes, mais aussi pour le peuple philippin. C'est la liberté d'expression qui est récompensée ici, comme étant essentielle à la démocratie. Est-ce qu'il y a eu des réactions officielles du pouvoir philippin? Eh bien, aujourd'hui, semble-t-il, ce matin même, j'étais invité dans une émission, on m'a demandé si j'attendais des félicitations du palais présidentiel. Est-ce que le président Duterte allait me féliciter? Il semblerait que je sois la première Philippine, et la première femme d'ailleurs philippine, à obtenir ce prix. Et vous savez, je leur ai répondu, je ne m'attends pas à grand-chose, mais ce serait quand même professionnel de sa part. Et quelques heures après, le porte-parole de la présidence m'a félicité. Mais merci tout de même. Vous dites souvent, Maria, que les mensonges circulent plus vite que les faits et que c'est un des plus gros problèmes de notre profession et de la démocratie plus largement. Avec ce prix Nobel, est-ce que vous pensez que c'est un encouragement dans cette guerre qu'on mène? Absolument. La guerre des faits est essentielle dans une démocratie. Cette réalité partagée, cette confiance qui permettent à différentes personnes qui sont assises autour de la même table d'arriver à un accord. Et le plus gros problème, et là je vais citer un biologiste, E.O. Wilson, qui disait que la crise à laquelle nous faisons face, ce sont des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie quasi divine. Et cette technologie quasi divine n'est pas restreinte par les institutions médiévales. Mais quels sont les algorithmes de ces plateformes? Qu'est-ce qu'ils font, ces algorithmes? Ils manipulent nos émotions, au point, et ça a déjà été montré scientifiquement, que les plateformes des réseaux sociaux qui apportent les informations aux citoyens des démocraties sont en fait en train de faire circuler des mensonges et des propos haineux qui circulent beaucoup plus vite que les faits eux-mêmes. Donc on peut dire que l'info voyage sur des plateformes qui sont biaisées contre les faits et biaisées contre les journalistes. Et c'est ce qui rend nos vies et notre travail tellement compliqués aujourd'hui. Et ça n'aide pas que les faiblesses des algorithmes, les algorithmes de marketing, qui permettent à ces plateformes de gagner plus d'argent de ce système capitaliste, bien entendu. Mais ça n'aide pas à le fait que tout cela soit exploité par les puissants, parce qu'on sait bien maintenant que les élections américaines de 2016 ont été perturbés, que les Américains ont été ciblés par les services secrets russes. On sait que Facebook, aux Philippines, en septembre de l'année dernière, il y a eu des médias chinois ou des agents chinois qui ouvraient de faux comptes. C'est ça qui a été fait. Mais ici, aux Philippines, où ça a le mieux fonctionné, il y avait donc la fille de Duterte aux élections présidentielles de l'année prochaine, faisait ressortir une image de démocrate. Le fils de Ferdinand Marcos est candidat aussi à la présidence, donc, et il y avait également des attaques personnelles contre moi. Et ça, il s'agit d'une opération de désinformation manipulée par la Chine. Donc, cette période de manipulation insidieuse qu'on appelle plus largement le fake news
C'est comme de la kryptonite pour la démocratie. Et ces mensonges et ces fake news dans certaines parties du monde entraînent des morts. Ce n'est pas simplement théorique, il est tout à fait réel, le fait que ces désinformations tuent des gens. Oui, prenez le génocide du Myanmar. En Birmanie, ça a été prouvé non seulement par des enquêteurs des Nations Unies, mais aussi par les équipes de Facebook, que la violence est devenue réelle. En Indonésie aussi, il a fallu fermer Internet. Mais aux Philippines, on sait bien que ce n'est pas par coïncidence que les attaques sur les journalistes ont commencé à peu près au même moment que la guerre contre la drogue, quelques heures après que le président Duterte ait pris le pouvoir. Et si l'on critiquait cette guerre contre la drogue, on se faisait descendre sur les réseaux sociaux. Moi, je recevais à peu près 90 messages haineux par heure en 2016 pour essayer de créer une espèce d'effet d'entraînement complètement fabriqué. Les journalistes sont des criminels, il faut leur taper dessus des millions de fois, et si on tape des millions de fois, ça devient la réalité. On fait partir ça dans les réseaux sociaux, et puis ça redescend, et puis plus tard, le président Duterte a dit dans son message annuel au peuple, et il a également attaqué aussi des groupes de médias, et il dit que nous sommes des criminels. Donc, une semaine plus tard, on reçoit la première convocation en justice. Ensuite, on essaie de faire fermer notre organe de presse. 11 enquêtes, etc. Ensuite, des arrestations. En 2020, je suis condamné. Donc, c'est vraiment les montagnes russes. Et une partie de votre stratégie, et vous avez prouvé que votre stratégie est gagnante et que vous n'acceptez pas la défaite des journalistes face à cette violence, face à ces mensonges. Une partie de votre stratégie, c'est que vous venez d'annoncer la création d'un fonds avec Mark Thompson, qui est à la tête du New York Times. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Vous l'avez annoncé juste avant d'obtenir ce prix Nobel. À quoi sert ce fonds et comment est-ce qu'il rentre dans votre stratégie pour aider les journalistes partout dans le monde? Merci de me poser cette question. À la tête de Rappler, nous avons 3 piliers, la technologie, le journalisme et les communautés. La technologie, on en a parlé, moi j'ai fait partie du Forum sur l'information et la démocratie. En novembre dernier, nous avons sorti un livre blanc avec une douzaine de solutions structurelles et 250 solutions tactiques. Pour le journalisme, il y a évidemment nos institutions médiévales là, qui nous manipulent. Il faut s'occuper du côté technologique, mais les médias indépendants, surtout dans le Sud, vont avoir besoin d'aide pour survivre, parce que le business model s'est écroulé. La publicité, maintenant, va vers les entreprises de la tech. Donc il faut demander aux États démocratiques qui ont des systèmes d'assistance au développement. Actuellement, il n'y a que 0,3% qui est consacré au journalisme, aux médias, à ceux qui sont sur la ligne de front dans la défense des faits. Donc il faudrait faire monter ça à 1%. Et si on y arrive, on pourra recueillir 1 milliard de dollars par an qui pourra aider à cette période de transition, cette période de destruction créatrice. Et donc il faut tout regarder. Il faut qu'il y ait des garde-fous pour les entreprises de la tech. Le troisième pilier aussi, c'est la communauté. Il faut que nous puissions créer des communautés d'action, des communautés agissantes. Les démocraties en ont besoin. Et la société civile a vraiment été limitée par ces mensonges. Les gens ne savent plus ce que sont les faits. Donc il faut construire des communautés d'action qui peuvent nous sensibiliser, qui peuvent nous montrer que, 1, nous sommes manipulés, et que 2, il faut se battre. Donc, et comme les problèmes qui ont provoqué tout ça, l'environnement qui permet tout ça, est créé par des entreprises mondialisées d'origine américaine, il faut que la solution elle-même soit mondialisée. Et donc il faut changer le paysage du journalisme partout dans le monde.
C'est la seule solution? Absolument. Je crois que le grand défi pour les journalistes partout dans le monde, c'est qu'il faut imaginer un avenir, parce que l'avenir sera différent. Il va falloir accepter ces technologies. Si j'essaie de réfléchir à ce qui va se passer dans 10 ans, est-ce que les journalistes vont être attirés vers les plateformes technologiques ou est-ce que les plateformes technologiques vont être attirées vers le journalisme? Il va falloir qu'elles se retrouvent parce que l'écosystème de l'information au niveau mondial est attaqué par un virus. Les plateformes technologiques ont abdiqué leurs responsabilités, elles s'en lavent les mains. Et ça, il faut que cela change. Merci infiniment, Maria Ressa, prix Nobel de la paix. Merci infiniment de nous avoir rejoints à Médias en scène. Et nous espérons que vous allez maintenant pouvoir vous reposer, puis reprendre le combat. Et nous sommes tous et toutes derrière vous. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir.